d'abord faire l'appel. Présent Frédéric Dulac. Présent. Laurence Renard. Roberto Drapron. Présent. Émilie Stella. Présent. Arnaud Boutier. Arnaud Pouvoir et Étienne Dervin. Magali Douce. Présent. Jean Tanserel. Présent. Eliane Goliot. Absente. Voilà, Slimane Moala. Brigitte Boucher. Absente. Fabienne Veil. Oui, j'aurais un texte à lire de sa part. Alors après l'appel. D'accord, merci. Denis Guyard. Présent. Raymond Vesco. Présent. Yolande Grosbon. Présent. Fabienne Delinveil. Présente. Patrick Marquet. Présent. Thierry Gondeillère. Présent. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Moala. Présent. Christelle Villard. Présente. Salem Labrague. Présent. Charles Renard. Présente. Nicolas Largès. Présent. Caroline Nignou. Absente. Isabelle Salomé. Présente. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Il est en retard. Suite contrainte professionnelle, il n'arrive pas. Ok. Absent. Étienne Dervin. Présent. Benoît Toulec. Présent. Le comitatin. Nous allons pouvoir délibérer. Pour le secrétariat de la séance, je propose Frédéric Dulac. Avec plaisir. Et Fabienne, tu avais un message de Brigitte, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon, là. Donc, je vous le lis. Bonsoir. C'est avec regret que je me fais représenter au conseil municipal et que je ne ferai pas partie de l'équipe pour le mandat qui vient. Car mon état de santé ne me permet plus de remplir efficacement la fonction d'élu. Je suis fière d'avoir pu participer à ma modeste échelle à la politique de la ville, menée sous la direction de Bertrand Houillon et de ses adjoints. Ce fut très enrichissant. Si nos projets ont été menés à bien, montés à bien, c'est parce qu'ils s'appuient sur le désir des habitants, s'investissant dans la vie locale, co-construit et sur une prise de décision collégiale avec l'ensemble des élus, par le maire et les adjoints. Ainsi, les personnels de la mairie peuvent agir sur des bases saines d'une équipe municipale soudée. Les Manicois et Manicoises doivent reconnaître la chance d'avoir une équipe municipale qui fonctionne naturellement de cette manière. Et ce encore plus pour les 6 années à venir, dans une société qui se désagrège et un monde qui tangue. Désolé. Humanité, solidarité et durabilité nécessitent le travail constant d'une équipe forte comme celle qui est déjà à votre service. Brigitte Boucher. Je tiens à remercier Brigitte et on sait toute la difficulté sur un mandat de 6 ans et avec les soucis de santé qu'elle a aujourd'hui et je tiens à saluer le courage qu'elle a eu pendant ces dernières années à tenir aussi, à venir très régulièrement et participer régulièrement à nos réunions. Voilà, un mandat de 6 ans, c'est long et on n'est jamais à l'abri de soucis de santé. Et donc voilà, merci à elle et plein de courage surtout. Je vous propose de passer à l'ordre du jour avec l'approbation du compte-rendu du 15 décembre dernier. Je n'ai pas reçu de remarques. Je vous propose donc de passer au vote.
Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, c'est une délibération qui concerne la rémunération des intervenants occasionnels. C'est une délibération que nous prenons assez régulièrement lorsque le salaire minimum est revalorisé. Et donc ça a été le cas le 1er janvier dernier. Et afin de rester sur des taux de vacation valables et au-dessus de ce salaire minimum, nous proposons donc de le revaloriser de 13,10 € à 13,25 € de l'heure. Ça concerne donc des animatrices et animateurs sur donc, de l'intervention occasionnelle dans différents domaines, accueil de loisirs, jeunesse, sport, centre social, culture, etc. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Et je vais à présent passer la parole à Tristan pour une première délibération sur les avances sur subvention 2026. C'est une délibération que l'on prend tous les ans, notamment pour les associations qui emploient du personnel et dont la subvention communale est supérieure à 23 000 €. L'idée, c'est que pour ces associations, on puisse leur avancer un quart de la subvention. Les subventions qui seront votées lors du vote du prochain budget qui devra avoir lieu avant fin avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, l'idée, c'est de voter une avance sur subvention pour 4 associations à hauteur d'un quart de ce qui a été voté l'année précédente, soit pour la MJC 12 500, l'AMM 7 125, le CCAS 37 500 et le CLOS 7 824. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Point suivant, le débat d'orientation budgétaire. Et Tristan donc, va vous présenter tout ça. Eh bien, c'est le moment que tout le monde attend, je crois, le débat d'orientation budgétaire 2026. Du coup, comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire est quelque chose d'assez contraint dans sa forme. L'idée, c'est d'avoir un débat au sein du conseil municipal sur les orientations budgétaires de la commune, de chaque commune, 10 semaines avant le vote du budget. Donc ce débat doit s'appuyer sur un certain nombre de data, de chiffres que je vous présenterai tout à l'heure. Et du coup, le vote du budget devra se faire avant le 30 avril 26 et sera fait sur ce budget du coup par la prochaine équipe qui sera élue du coup le 15 mars. Donc la présentation elle s'articule sur 3 points: le contexte général du budget 26, la situation financière actuelle de la commune des dernières années et les hypothèses de construction du budget. Au niveau du contexte national, comme vous l'avez remarqué, il n'est pas simple. Le budget, la loi de finances a été finalement adoptée début du mois de février. Le gouvernement projette de ramener le déficit public à 4,6% du PIB et la dette devrait atteindre 118% du PIB à la fin d'année. Vous savez que dans les collectivités, il y a l'Association des maires de France qui nous accompagne dans l'analyse en général des lois de finances. Et là, honnêtement, au vu de ce qui a été voté, c'est tellement confus et flou qu'ils n'ont pas pu vraiment nous accompagner par des notes précises qu'ils ont l'habitude de faire sur le cadrage budgétaire et les conséquences que vont avoir le vote de ce budget. La seule chose qu'on a comprise et qui est claire, c'est que l'État avait mis en place il y a 2 ans le DILICO. C'est un outil qui permet de ponctionner les collectivités d'un certain nombre d'euros et de lui rendre en partie sur les 3 prochaines années. Donc ça, on a appris que ce dispositif du coup sera reconduit pour les intercos, mais sera supprimé pour les collectivités territoriales communales. Du coup, on n'a pas forcément de prévision de recettes très claires dans le budget de finances, dans la loi de finances 2026, sur la dotation globale de fonctionnement et sur les dotations de compensation de la taxe professionnelle.
Au niveau des péréquations horizontales, bloc communal, pareil, rien de très clair, donc pas plus de GICO pour 2026. Dans la fiscalité, vous le savez, donc c'est les bases imposables et un taux d'imposition. Donc les bases imposables de la commune vont augmenter de 0,8%, donc ça veut dire que l'ensemble des bases d'impôt sur le fiche d'impôt vont augmenter de 0,8%. Et si le taux ne change pas, du coup, il y aura une augmentation des impôts de 0,8%. Et pour la 4e année consécutive, nous allons avoir une augmentation des cotisations employeurs qui sera en forte hausse, puisqu'on augmente encore de 3%. Au niveau de la situation financière de la commune, elle est plutôt stable, donc on va commencer à évoquer les recettes après les dépenses. Sur la partie recettes, on est plutôt stable, donc on a une prévision d'atterrissage sur les impôts qui est à 11,3 millions, qui est stable, plus 3,5% par rapport à l'année dernière qui était à 10,9 millions. Sur la partie qui est le principal, un des principaux ressources de la commune, c'est les produits des services, donc c'est la vente des services publics que l'on fait aux habitants, que ce soit l'enfance, la restauration scolaire, la petite enfance. Donc ça, on avait atteint un niveau haut avant Covid à 1,4 million, et depuis Covid, on était redescendu à 1,1 million, 1,3 million, et là, on a enfin rattrapé le produit des services 1,4 million avant Covid, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur les droits de mutation, c'est des droits qui sont payés par les vendeurs, enfin plutôt les acheteurs d'ailleurs. Les acheteurs de logements, du coup, comme vous le savez, il y a eu une petite crise immobilière ensuite à l'augmentation des taux ces dernières années, et du coup on était descendu, on est divisé par 2 presque, hein, puisqu'on était sur 2021 à peu près à 700 000 € de droits de mutation qui revenaient dans les poches de la commune, et en 23-24 on était plutôt aux alentours de 300 000. Donc là on est plutôt satisfait, c'est plutôt une belle surprise, on a réussi sur 2025 à réatteindre 500 000 € de droits de mutation, ce qui n'est pas encore le niveau avant 23, mais ce qui est plutôt une belle surprise pour les fonds communaux. La taxe sur la consommation électrique est plutôt stable, donc pas de sujet. Bon, juste pour se comparer un petit peu, au niveau des recettes de fonctionnement par habitant, c'est une statistique qu'on regarde assez souvent. Manille-la-Maux est à 1 554 € par habitant, ce qui est à peu près cohérent par rapport aux moyennes de l'agglomération, qui est plutôt à 1 667 € par habitant, donc plutôt en deçà. Sur les ressources fiscales, donc comme je vous disais tout à l'heure, les bases imposables, les moyennes des bases imposables par habitant, pareil, on est toujours en moyenne, on a 2049 sur 2335. Pour montrer qu'on n'est pas décorrélé des autres communes. Et le produit de la taxe foncier bâti par habitant, pareil, on est plutôt stable, on est à 826 € par habitant, quand la moyenne elle est à 785. On est vraiment, vous allez voir sur toutes les stats, on est vraiment sur la moyenne des communes de l'agglomération. Au niveau des recettes de fonctionnement, du coup, il y a une certaine époque, en 2014, on avait 1,7 million de dotation de fonctionnement de la part d'État, donc l'État nous donnait 1,7 million pour compenser les compétences qu'il a transmises à la collectivité. Et en 2025, c'est 152 000 €, donc on a divisé par presque la même chose, on passe de 1,7 million à presque 0. Et en plus, à côté de ça, du coup, on a moins de dotation de l'État pour compenser les compétences qu'il nous a demandé de faire à sa place. Et à côté de ça, du coup, on a des ponctions, comme vous voyez sur le slide de droite, des ponctions qui sont le Fonds de solidarité de France, le Fonds de péréquation intercommunale et le DILICO dont je vous parlais tout à l'heure. Et tout ça cumulé, on approche les 400 000 €. Donc quand on fait le solde, en fait, en 2014, donc on était à 1,2 million de dotation nette d'État, des fonctions, et du coup en 2022, on a commencé à être négatif, donc tous les ans on donne de l'argent à l'État pour contribuer au financement des autres collectivités territoriales, et en 2025, on a vraiment atteint le plafond le plus bas, puisqu'on finance à hauteur de 300 000 € les finances de l'État pour que l'État finance les autres collectivités territoriales. On peut quand même trouver ça un peu irresponsable de la part de l'État. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, comme vous l'avez pareil, on est relativement en phase avec la moyenne, on a 1 373 € par habitant, versus une moyenne à 1 474.
Les dépenses de fonctionnement, c'est les contrats, c'est les fluides, c'est le chauffage, l'électricité, c'est un peu toutes les dépenses de fonctionnement classiques d'une collectivité territoriale. Donc les charges à caractère général, le poste énergie du coup a fortement augmenté depuis l'entrée de la guerre en Ukraine, mais malgré une baisse de consommation, comme vous le savez, assez majeure. De mémoire, c'est 45% sur le gaz et 25% sur l'électricité, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2019. Et malgré ces baisses drastiques de consommation qui ont été dues notamment aux importants efforts d'investissement que l'on a fait, comme vous savez, on a rénové énergétiquement plus de 4 bâtiments communaux, si je ne dis pas de bêtises, M. Besco, lors de ce mandat. Malgré cette baisse de consommation majeure, les prix ont tellement explosé, voilà, les dépenses sont quand même en hausse. Que vous dire de plus, voilà, le principal contrat sur le poste 011, c'est les charges à caractère général. Bien évidemment, c'est le repas, les fournitures de repas scolaires qui sont aux alentours de 800 000 €, si je ne dis pas de bêtises, ma chère. Très bien, donc 800 000 € sur à peu près 3,6 millions de dépenses. Et comme vous le constatez quand même, au niveau des dépenses, on est sur une prévision de dépenses de fonctionnement qui est en baisse, hein, puisque sur 2023, on était à peu près 3,8 millions, 3,9 millions sur 2024, et on atteint 3,6 millions sur 2025. Donc, on marque prévisionnel parce que du coup, tant que les comptes ne sont pas clôturés officiellement lors du prochain conseil municipal, on est obligé de marquer que c'est prévisionnel. Au niveau des dépenses de personnel, on est toujours en deçà de la moyenne des autres communes. On est à 898 versus 946 € par habitant. La masse salariale 2025 est légèrement en baisse par rapport à 2024. Bienvenue. On est à 8,7 millions versus un 8,8 millions, notamment sur des postes qui étaient à pourvoir en cours d'année et qui sont maintenant pourvus. La masse salariale est en hausse depuis quelques années, notamment dû au fait qu'on a voté une prime pouvoir d'achat en 24 qui a eu un effet année pleine. On a eu un coup de pouce sur les bas salaires en 23, une hausse du point d'indice, une participation employeur qui a augmenté sur le transport en commun et une revalorisation du SMIC en 24. Et surtout, j'ai envie de vous dire, sur l'augmentation des cotisations patronales pour la caisse de retraite des fonctionnaires qui augmente de 3% par an et qui est très important pour les caisses de la commune. Donc une fois qu'on a des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement, on fait la différence, c'est ce qui nous fait un résultat de fonctionnement. Pour faire simple, une fois qu'on a retiré du coup les intérêts de la dette et le capital à rembourser, il nous reste du coup un épargne net. Un épargne net, du coup, c'est le chiffre que vous voyez en orange. Et c'est l'épargne net, c'est le montant le plus intéressant puisque c'est ce qui permet d'investir. En plus, c'est de l'autofinancement. C'est quelle somme on arrive à dégager à la fin de chaque année pour pouvoir investir dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans l'agrandissement, dans la rénovation, dans les nouveaux équipements. Et à cette somme, je pense qu'on peut tous se féliciter autour de cette table. Cette somme, on a réussi à la faire progresser tous les ans depuis le mandat 2020 et jusqu'à atteindre du coup 1 900 000 € probablement en 2025 une fois que les comptes seront validés. C'est une somme importante qui nous a permis d'investir 2 fois plus sur ce mandat-là que le mandat précédent. Ce qui nous permet de rénover 4 bâtiments thermiques, de faire 4 cours d'école si je ne dis pas de bêtises. Alors, en tout cas d'investir de manière assez majeure sur la commune et ça on peut vraiment que s'en féliciter et c'est grâce au travail de l'ensemble des élus autour de cette table et voilà, un grand merci à tous pour avoir réussi à maîtriser nos dépenses de fonctionnement et réussi à dégager des marges de fonctionnement. Et un grand merci bien sûr aux services qui travaillent au jour le jour sur la maîtrise des dépenses, la recherche d'économies et des nouvelles manières de fonctionner pour générer des économies. Donc un atterrissage budgétaire qui est plutôt bon sur cette année, on peut que s'en féliciter. De plus, au cours du mandat, on a très peu emprunté, les taux étaient relativement élevés et comme vous l'avez vu, on a réussi à faire des efforts de gestion qui nous ont permis d'avoir des capacités d'investissement plus supérieures
Et donc du coup, on peut se dire qu'il ne nous reste que 2 153 000 € d'emprunt pour une collectivité de notre taille, c'est vraiment très peu, et on a une capacité de désendettement, pour faire simple, c'est combien d'argent, quel est le rapport entre l'épargne nette et la dette. Et en fait, on se rend compte qu'en un an, on arrive presque à rembourser l'ensemble de notre dette, ce qui est vraiment très très bon. En général, le seuil maximum recommandé est plutôt de 12 ans. Voilà, donc pour la prochaine équipe, en tout cas, il y aura une capacité pour des projets importants à pouvoir s'endetter. Et on est ravis de pouvoir finir ce mandat avec une capacité d'endettement importante pour la prochaine équipe et pour les projets qui porteront. Au niveau du taux d'endettement, vous pouvez le voir sur cette slide, on a un taux d'endettement le plus faible de l'agglomération, puisque il varie entre 4%, la Verrière et Plaisir, c'est 24%. Quand on regarde Chevreuse, on est à 93%, et nous, on est à peine à 14,57%. Au niveau des dépenses d'investissement, vous avez pu le voir, on a finalisé la restructuration énergétique du gymnase de l'Aune, qui a rouvert du coup début d'année. On a réussi à faire une rénovation énergétique express, exemplaire, express, et qui a commencé début l'été, qui a réussi à être finalisée dans un site occupé avec des enfants, et franchement on peut que féliciter les services et M. Besco qui a piloté cette opération merveilleusement bien avec des entreprises fiables, et ça fait du bien d'en trouver des entreprises fiables. Donc bravo à tout le monde. On a installé un local sur Stade-Chevancourt, on a conforté les poteaux sur l'école Saint-Exupéry au cours de l'été, ce qui fait une dépense d'euros par habitant à peu près à 411 euros par habitant en dépenses d'équipement sur 2025. On a fait aussi bien d'autres investissements, notamment sur une étude de restructuration partielle du centre de loisirs Henri Dès pour le transformer en centre d'accueil pour jeunes enfants. On a fait des travaux assez importants sur les vides sanitaires, notamment sur 2 écoles. On a continué nos travaux de voirie, bien évidemment. On a créé une petite aire de jeu au square de Bussy. On a acheté un nouveau véhicule pour nos policiers municipaux d'occasion. On a continué nos véhicules, bien évidemment, pas les policiers. Et on a continué d'installer des caméras de vidéoprotection aux abords du gymnase. Sur les recettes d'investissement, comme je vous le disais, vous avez pu le voir sur ce slide, le dernier emprunt qu'on a fait, c'est en 2020. Depuis, on a pu emprunter pour financer nos investissements. Et on a réussi aussi, grâce au service grâce au travail des services, on a réussi à financer près de 40% de nos investissements grâce à des financements externes de partenaires. Pour remercier aussi l'agglomération, le département, la région. Merci à eux de nous avoir permis d'investir tout au long de ce mandat. Et la CAF, bien évidemment. Excusez-moi, merci monsieur le maire. Donc voilà, la plupart des investissements sont financés grâce à des subventions et à des fonds propres. Que vous dire de plus? La taxe d'urbanisme, on en a parlé, c'est les permis de construire qui chutent, et donc du coup forcément on a moins de taxes d'aménagement qui rentrent dans les caisses de la collectivité. Alors sur les hypothèses de construction budgétaire, c'est comment on appréhende le budget, comment on le construit. Donc, comme je vous le disais, la fiscalité locale tient compte de l'évolution des bases, et les bases locatives ont augmenté de 0,8% en 2026, contrairement aux années précédentes où on était quand même sur un trend qui était monté à 8% en 2022. On est redescendu à 4 en 2023 et 1,5 en 2024. Donc on est sur un ralentissement notable de la fiscalité directe. Alors bon, ça, la taxe foncière, comme vous le savez, en fait, la taxe foncière sur l'industrie a été supprimée en partie pour la taxe foncière pour les industries, et les locaux industriels et logistiques ont été supprimés, et du coup on a une compensation de l'État pour l'instant qui est de 816 000 €, donc qui rentre dans la fiscalité mais qui n'est pas vraiment la fiscalité. Donc on espère que cette allocation continuera d'exister, puisque vous le savez, à chaque fois que l'État a un rentre de compensation, elle a tendance à s'atténuer et à disparaître du vide. Un des éléments importants des recettes de fonctionnement, c'est l'attribution de compensation.
C'est une attribution qui est là pour compenser la fiscalité qu'on a transmise à Saint-Quentin par le choix d'adhérer à Saint-Quentin dans cette forme-là. On a un pacte financier entre 2022 et 2026 qui régit cette attribution, qui est stable du coup. Du coup, en 2026, ça devrait être renégocié par les futurs élus de la collectivité pour essayer de maintenir pour 2027 ce montant-là ou l'améliorer. Au niveau des recettes, la taxe sur la consommation finale d'électricité, donc c'est à peu près 160 000 €, on a pris les moyens des dernières années, on est resté stable. Le FNGR, c'est un fonds de remplacement de je ne sais plus quelle taxe, bon, celui-ci n'a plus bougé depuis des années, donc pas de sujet. Au niveau de la dotation globale de fonctionnement, on n'avait rien eu l'année dernière, donc il n'y a pas de raison qu'on ait plus cette année, donc on devrait être à 0. La seule qui nous reste en dotation, c'est la dotation de solidarité rurale. Donc ça, on espère qu'elle sera stable, à peu près 100 000 €. Et la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle, du coup, on était à 145 000 encore il y a quelques années, on est descendu à 142 000. Et l'année dernière, du coup, on est descendu à 51 000 €, comme des compensations qui disparaissent au fur et à mesure. Du coup, en 2026, on devrait être proche de 0. Pour rappel, voilà, pour avoir 150 000 € de recettes, il faut à peu près faut augmenter les impôts de 2 à 2,5%. Donc c'est quand même pas anodin. Le Dilico, je vous en parlais tout à l'heure. Du coup, le Dilico, c'est un outil que l'État a mis en place il y a 2 ans. C'était donc je ponctionne 100 dans les caisses de la collectivité et je leur rends 90 sur les 3 prochaines années. Du coup, on devrait recevoir un remboursement de l'État de 43 000 €. À part s'il change d'avis cette année. On recevra, je l'espère, pour 2026 du coup, une dotation pour les titres sécurisés. Comme vous savez, on a repris les passeports et les cartes d'identité l'année dernière. Du coup, on devrait recevoir en année pleine du coup, un montant nous permettant de compenser en partie, bien évidemment, le coût que ça coûte à la collectivité pour reprendre cette compétence. La CAF, on est parti sur les mêmes montants que d'habitude. Au niveau des produits des services, comme je disais, donc c'est tous les services publics que l'on vend, la restauration, l'enfance, les seniors. On est parti sur un niveau un peu plus faible que sur 2025, puisqu'on est sur un montant qui n'est pas encore stabilisé. On est resté sur 1,3 million, qui est les montants qu'on a eu sur les 3 dernières années. Au niveau des autres produits de gestion courante, donc l'allocation des logements communaux notamment, on est resté sur un montant stable, étant donné que ça suit l'évolution de l'ILAT, l'indice sur les loyers, et du coup on est resté sur un montant qui est stable. On a un chapitre qui s'appelle les atténuations de charges, en fait on a un agent qui est souffrant, qui est en arrêt maladie, du coup la sécurité sociale nous ne rembourse pas une partie du salaire, donc on prend une assurance dans le privé. Et du coup, ça, c'est l'atténuation de charge, c'est le remboursement du coup, des arrêts maladie des agents. Et on est resté du coup sur un montant près identique en 25 qui lui-même en baisse par rapport à 24, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que les agents sont moins malades. Sur les charges à caractère général, on va continuer d'essayer d'optimiser les contrats, essayer de trouver de nouvelles solutions pour travailler différemment pour que ça coûte moins cher. On va bien sûr voir les prix dans les marchés qu'on va passer. Donc on va rester, je pense, sur un chapitre de 11 qui devrait être stable, voire en légère baisse par rapport au budget 25, étant donné que les coûts de l'énergie se stabilisent quand même globalement. Au niveau des frais de personnel, on part sur un montant de près de 9 millions € qui tient compte de l'augmentation naturelle entre guillemets du coût glissement vieillesse technicité, donc l'augmentation du coût du travail global de nos agents, donc de 0,3%, et on a des nouveaux recrutements qui devraient intervenir sur des postes ouverts qui n'ont pas été pourvus sur 25, qu'on prend en compte bien évidemment dans ce cadre-là. Et voilà, l'effet majeur, c'est encore une fois l'augmentation de 3 points de la cotisation patronale pour les retraites des agents qui coûtent plus de 100 000 € par an, encore à la collectivité l'année prochaine. Au niveau des atténuations de produits, comme je vous le disais tout à l'heure, on a inclus l'info, donc on va partir sur ce qui est l'année dernière. Donc c'est les atténuations de produits, c'est les ponctions de l'État sur nos comptes. Donc on était à 178 000
sur 2025, 116 000 sur 2025 pour le FSRIF. On pourra partir sur le même montant l'année prochaine. Les autres charges de gestion courante, du coup, c'est notamment la vie associative. Donc là, pareil, on va toujours ajuster au mieux les subventions en fonction des demandes des associations. Il n'y a pas de recherche d'économie sur ces postes-là, y compris sur le CCS. Et comme tous les ans, chaque association sera rencontrée par les adjoints en question et Roberto pour pouvoir analyser comme il se doit les demandes de subventions pour ajuster au mieux en fonction des besoins. La contribution au parc naturel régional, elle est évaluée en fonction du nombre d'habitants, donc en fonction du nombre d'habitants en 26, on a un montant qui évoluera et les autres chapitres, on partira sur les sommes qui étaient budgétées en 2025. Sur les charges financières, du coup, on a toujours les mêmes emprunts, il n'y a pas d'échéance d'emprunt qui tombera en 2026, donc pas de sujet, mais une dette qui devrait encore baisser puisqu'on sera près de 152 000 euros en 2026, donc on aura une dette à 1 850 000 sur 2026. Au niveau de l'investissement, du coup, en recette, il y aura forcément l'autofinancement, ce qu'on a vu par la suite, le million 9 qu'on a réussi à avoir en résultat. Il y a le FCTVA. Le FCTVA, qu'est-ce que c'est? C'est l'État qui rembourse une partie de la TVA qu'on a payée sur les investissements. Donc 2 ans après, il nous rembourse en général entre 14 et 16% de la TVA qu'on a payée, et donc là c'est sur les investissements en 2024. Si besoin, du coup, en fonction du projet qui sera validé aux prochaines élections, la collectivité a les moyens d'emprunter. Donc la prochaine équipe aura les capacités en tout cas d'emprunter pour, entre guillemets, contrebalancer les difficultés financières qu'ont nos partenaires, notamment le département et la région, qui sont en difficulté financière et forcément ont moins de capacité à financer les investissements des collectivités territoriales. Du coup, voilà, on a en tout cas les marges de manœuvre nécessaires pour emprunter. Les subventions d'investissement, du coup, il y aura toujours les fonds de concours. Dans le pacte financier, il y a l'attribution de compensation de 2 millions par an. Et il y a aussi le fonds de concours, c'est une participation d'agglomération au financement des investissements des collectivités. Et ce montant est encore figé sur 26, donc on a encore des poches d'argent sur lesquelles on pourra aller piocher pour financer nos investissements. Que vous dire d'autre? En dépenses d'investissement, du coup, il y aura forcément le remboursement de la dette, donc 154 000 euros. Et on aura des restes à réaliser, puisqu'on n'a pas fini de payer les travaux de rénovation et d'activité scolaire Corot-Salin. Et on a aussi des nouvelles dépenses, notamment la restructuration partielle sur laquelle on a commencé à faire un chiffrage pour transformer en partie en accueil pour la petite enfance. On continuera bien sûr de faire des travaux de voirie, de planter des végétaux. Nous continuons nos études sur le remplacement du vestiaire foot, la rénovation du vestiaire foot, qui est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années. Et bien évidemment, comme tous les ans, on renouvellera du matériel scolaire, du matériel dans nos services et des véhicules professionnels en fonction des besoins de nos services. Donc voilà, 2026, comme vous savez, c'est une année d'élection, donc c'est la question habituelle, est-ce qu'il faut encore une année de choix pour maintenir ou non un service public de proximité, nos capacités d'investissement, donc c'est aussi la question que nous posera le 15 mars. Et en tout cas, merci à Aurélie et à l'ensemble des services d'avoir préparé ce document, et un grand merci de m'avoir supporté pendant 6 ans à la tête de cette délégation. Et merci en tout cas pour la confiance que vous avez eue et pour les votes que vous avez fait sur l'ensemble des budgets et des comptes administratifs qui nous ont permis d'avoir une situation financière très stable et qui permet à la future équipe de faire les investissements qu'elle souhaite. Merci Tristan pour cette présentation. Merci aussi après Tristan au service pour cette préparation que nous avons eu l'occasion de faire dans un contexte particulier aussi. Donc je tiens vraiment à remercier aussi Tristan pour sa présence ce soir. Voilà. Maintenant, le débat est ouvert puisque nous sommes ici sur un débat d'orientation budgétaire et je laisse la parole à qui veut commencer.
à demain. Je veux bien commencer avec une petite question qui sera peut-être en lien avec des travaux à venir. C'est qu'à un moment donné, au cours de l'année et des années précédentes, on avait évoqué l'éventuelle possible récupération de chaleur par le data center qui est le premier qui a été installé. Et donc il y avait une étude en cours, on a fait un point au mois de février sur cette étude qui était en 5 phases et on en était à mi-chemin. Donc est-ce qu'on a un peu plus de visibilité maintenant sur les possibilités de réutilisation de cette chaleur? Merci. Alors en effet, l'ensemble de l'étude n'est pas terminé. Il y a eu une présentation qui a été faite au comité consultatif environnement. Très prochainement, on a un rendez-vous avec l'ADEME pour tout vous dire par rapport à un certain nombre d'évolutions ou de transformations de ce qui s'appelle le fonds chaleur. Et donc toute la partie des financements par l'État sur les investissements des réseaux de chaleur de manière générale, notamment des réseaux de chaleur renouvelables. Et donc on est en pleine discussion avec eux là-dessus, ce qui permettra derrière de passer à d'autres phases plus juridiques si la phase financière peut être passée. Voilà. Donc on est pas à pas dans ce cadre-là et on est, pour rien vous cacher, en discussion continue aussi avec l'entreprise elle-même. Puisqu'il va falloir que nous cherchions de l'argent partout pour pouvoir avoir un réseau de chaleur le plus, on va dire, le plus rentable possible pour pouvoir combler l'ensemble des investissements. Donc voilà un petit peu où on en est. La phase quand je dis la phase juridique n'est pas commencée, ça viendra évidemment qu'après parce que c'est toute la partie de quel fonctionnement administratif et juridique on place pour la mise en place d'un réseau de chaleur. Vous comprendrez qu'on ne va pas l'étudier si à un moment donné, au niveau financier, ça ne colle pas. Du coup, j'ai pas... Là-dessus. C'est là-dessus ou... Oui, c'est ça, c'est encore là-dessus. Du coup, j'ai pas bien compris si l'étape de faisabilité technique elle est déjà un peu avancée ou pas. Je pense que Raymond, il voulait parler de ça. Et ben voilà, la phase technique. Tu lis dans mes pensées. Je vous le redis, si vous avez des questions techniques, vous avez mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Bien sûr que, il y a eu une phase technique, d'analyse technique, de faisabilité, de périmètre, qui aujourd'hui permet de continuer de travailler. Je ne peux pas, vous comprendrez que je ne peux pas développer publiquement l'état de ces travaux, pour plein de raisons. Et justement par rapport au montage financier, juridique, voilà. Donc la faisabilité technique est complexe, même très complexe, et a fait apparaître de nouvelles questions qui n'étaient pas imaginées au départ par les uns et par les autres. Donc oui, il y a un travail sur la faisabilité technique, et en parallèle, il y a ce qu'a dit Bertrand, l'ensemble du financement possible et du montage juridique possible de ce qui est appelé un réseau de chaleur. Juste pour vous dire, sans rentrer dans le détail, parce que je ne peux pas, mais encore une fois, encore pendant un mois, si vous voulez m'appeler, n'hésitez pas. Sur cette faisabilité technique, on a y compris regardé la question du périmètre, y compris auprès des communes voisines, enfin de la commune voisine, pour voir s'il y avait une possibilité de s'étendre. Voilà, je ne vous dirai pas où on en est publiquement ici, mais je suis à votre disposition. Attendez. Est-ce qu'il y a d'autres
des interventions pour débattre des orientations budgétaires qui devraient être menées pour établir le prochain budget? Parce que c'est de ça qu'il est question ce soir, hein. C'est de pouvoir débattre du résultat, du bilan de l'année précédente, de où en sont les finances de notre commune et de regarder ce qu'on pourrait faire ou pas sur l'année prochaine. Raymond Vesco. J'ai occupé le terrain. J'avais préparé une petite intervention, donc je me suis dit on va la placer dans le débat, mais le débat il est rapidement mené. Mais j'ai rajouté un petit point parce que c'est l'intervention de Tristan qui m'y fait penser. Je tiens à préciser pour les élus actuels qui visiblement n'ont pas tous compris le fonctionnement d'un conseil municipal. Et pour surtout tous ceux qui seront élus par la suite, qu'on ne réalise pas les travaux parce qu'il y a des périodes électorales et qu'on serait en période électorale. On les réalise parce qu'ils ont été dans un programme et parce qu'ils ont été programmés. Et que pour ces réalisations, il y a des délais de réalisation qui relèvent souvent du déblocage des subventions et qu'on ne peut pas lancer un certain nombre de travaux, même s'ils sont annoncés, même si on les a votés ici, tant que les subventions ne sont pas débloquées. Je le répète en direction des élus de l'opposition, comprenez bien ça, on ne lance pas les travaux parce qu'il y a des élections, on lance les travaux parce que on peut les lancer. Et il y a différents blocages. Ah, il y a une inondation dans la salle. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Et je vais prendre un exemple concret. Les abribus de Villeneuve et de l'allée des Pommiers ne sont pas réalisés maintenant parce qu'il y a des élections. Ils sont fabriqués depuis un petit bout de temps, pour tout vous dire, et ils étaient chez le fabricant, qui d'ailleurs était bien gentil de se lancer dans la fabrication sans savoir si on allait le payer, hein. Il a pris un petit risque. On avait fait les dalles, ils étaient là, mais il y avait un blocage de la part des architectes des bâtiments de France. Et donc, quand ce blocage a été levé après plusieurs mois de discussion avec l'architecte des bâtiments de France, eh bien, on a installé ces abribus. Bon, ça c'était pour le petit bout de la lorgnette. Mais j'en profite quand même ce soir dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Et pour la première fois depuis 30 années de mandat, je vais faire ici ce que j'aime, à savoir de la politique. Non pas dans son acception restrictive, que je n'ai jamais supportée, de pratique d'un pouvoir, mais dans l'esprit qui m'a toujours guidé, d'être au service d'une société organisée, de son fonctionnement, au service de tous, à commencer par les plus faibles d'entre nous. Cette politique, basée sur un désir permanent d'apprendre, sur des convictions, sur du travail individuel, alimentant la réflexion collective, le tout au service de l'action collective. La période électorale actuelle constitue un de ces moments privilégiés pour faire de la politique, afficher des propositions, des orientations pour les années à venir, soumettre ses choix aux habitants. Encore faut-il le faire de bonne foi et afficher clairement les conséquences des orientations avancées. Le débat d'orientation de ce soir et le vote du budget qui suivra, comme l'a dit Tristan, sont des étapes annuelles de la mise en œuvre de ces orientations collectivement réfléchies, annoncées et porteuses de choix pour la gestion de notre collectivité au profit et au service des habitants.
ces budgets sont la marque d'une orientation politique réfléchie, construite de longue date, adaptée en permanence à la fois au contexte général et aux attentes des habitants. Ces choix de base sont importants. Choix de la solidarité collective, quelles que soient nos origines, et non de l'individualisme et de la haine de l'étranger. Choix du service public et non du chacun pour soi suivant ses moyens. Choix de l'accès au sport, à la culture pour toutes et tous, quel que soit son âge et ses moyens. Choix de la préservation de notre environnement et de son amélioration. Choix d'une réponse équilibrée aux besoins de logement pour tous dans un cadre préservé et vivable, et non seulement pour une petite partie de la population la plus aisée. Oui, ces choix sont politiques, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, les abribus par exemple. Ils viennent de loin, tout comme la méthode de travail pour les mettre en œuvre. Depuis 30 ans, les élus de la majorité se réunissent tous les lundis soirs en bureau municipal, pas seulement le maire, pas seulement les adjoints, tous les élus. Pour ma part, cela a fait plus de 1300 réunions. Ça fait un paquet. Ouais, ça doit être 1350, un truc comme ça, j'ai dû en rater deux. Mais quelle efficacité, quelle force de travail et de réflexion collective. Je disais que cela vient de loin, effectivement. Cette forme de travail, mise en œuvre lorsque mon camarade Alain Levotte était maire de la commune, a perduré avec les équipes de gauche élues, que ce soit avec Jacques Lelioz et maintenant avec Bertrand Houillon. Cette méthode, cet engagement collectif ont permis de résister à tout, que ce soit la tentative de partition de la commune sous l'impulsion de l'extrême droite ou aux crises de ces dernières années. C'est de tout cela qu'il s'agit lorsque l'on présente le débat d'orientation budgétaire et pas seulement de chiffres et d'économies, même si tu le fais brillamment, triste. Ce débat, c'est aussi celui sur les moyens humains pour mettre en œuvre les orientations retenues. Pour ma part, je me suis toujours battu pour défendre l'idée que le service public est plus efficace lorsqu'il est assuré par les agents publics que par le privé. Je profite d'avoir une dernière fois la parole pour adresser, mes très sincères remerciements pour leur engagement à tout le personnel communal présent actuellement ou parti en retraite. Si vous avez parfois pu me trouver étrange, je m'adresse à eux, voire exigeant, sachez que sans vous, rien n'est possible. Et que chaque jour, avec vous, j'ai appris en vous écoutant, y compris quand vous m'expliquiez avec patience que certaines idées n'étaient pas réalisables. Merci à vous toutes et tous. Merci également à tous ces élus, dont certains nous ont quittés beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt. Merci à ceux qui sont venus me chercher, c'était pas un cadeau quand même, Alain Levotte, que je salue tout particulièrement, Roger Gervais, François Skelen, qui dès le début m'ont fait confiance. Merci à toi Bertrand, qui n'est ni sous influence du dangereux gauchiste que je suis, ni un manipulateur d'informations, mais simplement un élu, à côté de qui j'ai parcouru avec beaucoup de plaisir ce bout de chemin pendant 30 ans. Ça va être dur d'aller au bout. Merci pour ta confiance. Nos délégations sont de vraies délégations basées sur la confiance et sur une exigence de travail. Beaucoup d'élus croisés dans les autres communes ou de personnes des différentes structures ou entreprises croisées pendant mes mandats m'ont dit qu'ils aimeraient bien avoir affaire à un maire comme toi et à un travail aussi collectif. Pour conclure, c'est tout cela que portent nos orientations dans ce débat budgétaire et c'est tout cela qui sera porté dans le budget à venir sur la base d'un programme riche de propositions élaborées collectivement, en prise avec la réalité
ambitieux pour notre commune et tous ses habitants. Merci Raymond. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole dans ce débat d'orientation budgétaire? Je vais donc conclure ce débat d'orientation budgétaire en insistant sur le fait que la gestion de cette commune est saine. J'insiste dessus parce que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat d'orientation budgétaire, les éléments qui sont portés à la connaissance de tout le monde, permettront de pouvoir voir les prochaines années et donc le prochain mandat de manière sereine et surtout avec des marges de manœuvre pour l'équipe qui sera aux manettes. Cette gestion saine doit aussi permettre de pouvoir continuer d'agir pour cette commune avec notamment une continuité, une adaptation des services publics pour qu'ils répondent aux besoins de tous les habitants. C'est la base d'un fonctionnement d'une commune. C'est un service public de proximité qui doit bénéficier à l'ensemble des habitants du territoire. La gestion saine des finances de notre commune doit aussi permettre d'assurer encore l'entretien de nos équipements publics et dans une commune dans laquelle on a un fort niveau d'équipement public pour une commune de 9500 habitants. Cette gestion saine va aussi permettre de pouvoir entretenir l'ensemble de nos espaces publics dans une commune qui a la particularité d'être particulièrement étendue. Et donc avec énormément aussi d'espaces publics, que ce soit des espaces verts, des parcs, mais aussi des routes ou des chemins. Et donc, qui dit très étendu, évidemment, avec beaucoup de linéaires, mais aussi avec beaucoup de ces espaces de rencontres qui ont été multipliés ces dernières années. Et puis, cette gestion saine va aussi permettre, et c'est là que les marges de manœuvre sont importantes, de préparer l'avenir, et notamment de pouvoir transformer et adapter à la fois nos équipements et à la fois nos espaces publics face au changement climatique qu'on voit de manière très claire aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années où ce débat faisait encore quelques difficultés, même si encore aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes qui n'y croient pas. En ce moment même, c'est bien le changement climatique que nous vivons directement et plus particulièrement actuellement dans le sud-ouest de la France. Quand j'entends un collègue maire expliquer qu'il fait la navette en bateau dans sa commune pour pouvoir s'assurer que tout va bien chez l'ensemble des habitants, ça impose le respect et surtout ça impose de bien travailler tous et pas qu'à l'échelle de notre commune, mais ça commence à l'échelle de notre commune sur toutes ces questions-là, parce qu'à un moment donné il va falloir serrer les coudes. Et puis de continuer de transformer et d'adapter cette commune pour qu'elle reste une commune dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle justement chaque individu, quelle que soit la personne, puisse vivre tout simplement dignement. Dignement, ça veut dire un toit, réussir à vivre, réussir aussi à ne pas être seul. Et cela aussi, au-delà des services publics, c'est la responsabilité d'une commune, puisque nous formons tous ensemble une communauté républicaine. Et ça, c'est aussi dans un débat d'orientation budgétaire, et c'est aussi dans un budget que tout ça se forme. Et ce que j'espère, c'est que la prochaine équipe soit aussi ardue au travail et soit aussi impliquée pour que
ces valeurs républicaines qui sont quelque chose d'intrinsèque dans notre commune, et pour en parler régulièrement avec d'autres collègues autour, avec des habitants qui n'habitent pas ici, et qu'elles puissent vraiment perdurer au maximum. Voilà. En tout cas, c'est tout l'engagement que je continuerai d'avoir jusqu'à la fin de ce mandat, et puis évidemment au-delà. Le débat d'orientation budgétaire étant terminé, nous en prenons acte et nous allons passer à la délibération suivante, toujours pour Tristan, qui concerne le pacte financier. Si tu veux, je peux la faire. Voilà. Le pacte financier, je vais retrouver ici, et qui concerne donc une adaptation de l'enveloppe de l'opération qui concernait justement la rénovation énergétique du groupe Coro-Samin. Nous avions demandé dans ce cadre-là donc un fonds de concours à l'agglomération, et il s'avère que suite à la mise en concurrence pour l'attribution des marchés de travaux, le montant des lots a été nettement en deçà de l'estimatif de la maîtrise d'œuvre, avec donc une enveloppe globale ramenée à 1 712 670 €. Donc il convient de réajuster la contribution que nous demandons à l'agglomération dans le cadre de ces fonds de concours, et de les amener donc à 261 596,50 €, très précisément. Au-delà d'avoir eu des travaux menés de très belle manière, en plus ce sont des travaux qui nous ont coûté moins cher que ce qui était prévu par la maîtrise d'œuvre. Et je pense que Raymond veut dire quelque chose à ce sujet. C'est quand même bien de partir sur un succès comme ça. Et d'autant plus, même pas d'avenant, quand même. C'est au début. J'ai raté. Ça change. Et d'autant plus qu'on a même fait plus de travaux que prévus dans un temps record pour moins cher que prévu. Et donc, comme quoi ça peut arriver, les miracles, de temps en temps. Je pense que, il y a une vraie réflexion à avoir sur les marchés publics. On a des entreprises qui savent travailler, qui travaillent bien. Et donc, dans la manière dont sont montés les marchés, je ne parle pas de la manière dont ils sont passés, mais dans la manière dont ils sont montés, ça peut permettre quand même d'avoir des entreprises qui savent travailler, qui respectent leurs salariés, qui sont capables, ces salariés, de mettre le paquet pendant plusieurs mois, de ne pas partir en vacances, c'est pas bien, je ne devrais pas dire ça, et de sortir une école en 2 mois. En 2 mois. Voilà. Je voulais le noter, on l'a dit aux entreprises, on l'a dit lors de l'inauguration de ces travaux. Je pense que ça mérite quand même d'être noté, puis c'est un vrai plaisir de présenter ce genre de délibération quand même. Y a-t-il des questions ou des remarques? Eh bien, je vous propose de passer au vote. C'est la dernière délibération, normalement, de ce mandat. Et donc, qui est pour? Ah oui, quand même. Et donc, pour vérifier, contre, abstention, refus de vote, unanimité. Je vous remercie. Nous avons la liste des décisions municipales. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Pas de questions.
Et alors, Frédéric un message à lire. Et donc je vais la laisser lire et vous comprendrez que c'est avec beaucoup d'émotion que je lui laisse lire ce message. C'est un message collectif, on entend. C'est un message collectif en tant que futur ex-première adjointe. Je me permets de lire à la place de tout le monde et pour tout le monde. Je parle de l'équipe. Ce dernier conseil municipal nous donne l'occasion de revenir sur cette équipe qui a œuvré tout au long de ce mandat 2020-2026. Rappelez-vous vos mandats. Excusez-moi. Rappelez-vous, ce mandat débute sous le signe du Covid. Cette crise sanitaire qui va occuper les élus durant quasiment 2 ans. Les élus en place sont obligés de poursuivre leur mandat en cours et les nouveaux investis attendent leur installation officielle qui n'aura lieu qu'en mai 2020. Cette nouvelle équipe en place va devoir très vite prendre la mesure pour agir dans cette période inédite. Heureusement, les nouveaux entrants vont avoir une chance inouïe, celle de bénéficier de l'expérience, mais aussi de l'envie de partager et d'échanger des élus les plus aguerris. Et tout cela sous ton œil attentif. Et tout cela sous ton œil attentif, Bertrand, un maire toujours à l'écoute de son équipe, qui a su faire immédiatement et totalement confiance à celles et ceux qui avaient choisi de s'investir à tes côtés. Si vous vous souvenez, tous les projets sont stoppés dans leur élan. Il est nécessaire de s'adapter et de réinventer sans cesse les projets envisagés pour respecter les protocoles sanitaires imposés au niveau de chaque service communal, culture, sport, enfance, petite enfance, seniors, restauration, technique, etc. Nous ne remercierons jamais assez le personnel dévoué de chaque service, attaché viscéralement à la notion de service public, et qui va sans cesse faire et défaire durant cette crise sanitaire pour respecter les règles en vigueur et nous accompagner pour co-construire et créer des événements possibles et envisageables pour tous. Des retrouvailles en juin 22 par exemple, en passant par les journées RTT réinventées. Et j'en passe. Depuis, cette période est derrière nous, mais nous avons été confrontés au cours de ce mandat à d'autres crises tout aussi majeures et durables. La guerre en Ukraine, l'inflation, les aléas climatiques, sécheresse, canicule, inondations, sans oublier l'explosion qui a eu lieu fin décembre 2025. Et à chaque crise, l'équipe municipale a pris ses responsabilités pour agir, pour protéger, pour accompagner et pour assurer la continuité de nos services publics, avec toujours les agents, les services communaux et les habitants. Durant tout le mandat, l'équipe municipale, encore accompagnée par les services, a continué à s'adapter pour mener au fur et à mesure les projets énoncés dans le projet choisi par les habitants, en tenant compte d'un budget qui s'est restreint un peu plus chaque année. 6 années au cours desquelles l'équipe municipale a œuvré avec engagement, rigueur et sens des responsabilités au service de notre collectivité, toujours accompagnée par ses agents territoriaux, engagés dans leurs différents métiers au service de notre commune et de tous les habitants. Leur professionnalisme et leur sens du service public a permis d'assurer toutes les continuités. Nous tenons ici à les remercier chaleureusement. La richesse de cette équipe tient aussi dans sa grande proximité avec les habitants, rencontrés lors des visites de quartier, des comités consultatifs, des événements communaux, mais aussi reçus par le maire, les élus, les services pour traiter leurs demandes, ou tout simplement exposer leurs projets et être accompagnés dans leur réalisation. Et là encore, la participation de nombreux habitants est à souligner et nous les remercions également. L'activité du conseil municipal révèle la dynamisation de l'action.
36 conseils municipaux jusque fin 2025. Le 37e, c'était ce soir. 364 délibérations votées en 2020 à décembre 2025, dont 341 votées à l'unanimité, soit 93,68% d'unanimité, j'avais bien entendu. 5 comptes administratifs sur 6 votés à l'unanimité, 5 budgets votés, dont 1 à l'unanimité. Ces chiffres sont révélateurs. Cette cohésion est une véritable force. Merci Bertrand, monsieur le maire, pour ton écoute, ta disponibilité, ta capacité à rassembler qui ont permis de conduire ce mandat avec sérénité et efficacité. Pour conclure, vous le savez à présent, nous sommes quelques-uns à ne pas nous représenter. Nous avons toujours agi avec beaucoup d'enthousiasme, une disponibilité souvent illimitée et un investissement que nous avons voulu au profit de tous et toutes. Mais nous ne sommes pas tristes, nous pouvons même être fiers de ce que nous avons pu faire collectivement avec les agents, avec les habitants volontaires, comme je l'ai indiqué. Et ces années ont aussi fait que nous sommes devenus plus que des élus, des amis. Et tous ceux qui vont continuer savent qu'elles et ils pourront toujours compter sur notre engagement pour les soutenir et les rejoindre en tant qu'habitants sur les futurs projets à venir. Je rajouterai personnellement que ce mandat m'apparaît comme un des plus satisfaisants sur le plan de la cohésion d'équipe. Et il est beaucoup plus facile et plus agréable de travailler dans ces conditions. Ce travail collectif est une marque de notre commune et elle laisse une empreinte positive et durable pour faire avancer Manille-et-Hameaux. Je vous remercie. Merci Frédéric. Il me reste pour conclure à remercier l'ensemble des agents qui ont travaillé notamment à l'organisation de ces conseils municipaux aussi au fil des années. Remercier l'ensemble des membres du conseil municipal, de l'ensemble du mandat, puisqu'il y a eu un certain nombre de départs aussi au fil du mandat. Et vous dire que c'est toujours un bonheur d'agir pour le bien commun et d'agir pour notre commune, et c'est surtout toujours un honneur d'agir pour une commune comme Manille-et-Hameaux. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et puis évidemment rendez-vous très bientôt.